Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. À l'actualité du Parlement européen, le rapport In 't Veld sur lequel vous êtes intervenu, le Parlement européen prévoit un règlement qui permet de noter les peuples, de donner des bons points et des mauvais points. C'est une bonne chose pour que les États, les peuples de l'Union puissent un petit peu comprendre l'axe qu'ils doivent suivre dans leur politique? Oui, puis des sanctions dans les cas où il y a des manquements aux droits fondamentaux, à la démocratie et à l'état de droit. C'est évidemment parfaitement grotesque. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord parce que c'est une logique orwellienne. Vous savez que Orwell, les manifestations pour la paix sont en fait des manifestations de haine et inversement. Bon, il y a une inversion totale du vocabulaire. Eh bien, c'est très exactement ce que l'on vit dans cette institution. Je précise que nous parlons de problèmes européens. Je le précise pour Madame Tesson de France 2, pour Madame Tesson de France 2 et pour Monsieur Pujadas. Voilà. Bon, en réalité, il s'agit essentiellement d'enquiquiner, pour ne pas prendre un mot plus fort, la Hongrie et la Pologne. Qui ont des réticences quant à l'accueil des migrants, la Pologne qui a modifié un certain nombre de magistrats de son tribunal constitutionnel, parce que tous les précédents avaient été nommés par l'opposition qui a perdu les élections. Évidemment, c'était un moyen commode de verrouiller le système législatif. Alors, je dois dire que quand je vois que cette Assemblée communie, soi-disant, dans la défense des droits fondamentaux, alors qu'il y a en ce moment en Europe des centaines de prisonniers pour leur liberté d'expression, que dans mon pays, notre pays, la France, vous avez une collection de lois liberticides, loi Pleven, qui fait que si vous parlez de l'immigration massive pour autre chose que pour en dire du bien, vous pouvez être poursuivi pour xénophobie ou pour racisme. Loi Guesso, qui fait que si vous estimez que vous avez le droit d'apprécier ou de faire des recherches librement sur l'histoire contemporaine, vous pouvez être poursuivi pour révisionnisme ou pour négationnisme. Loi Perben, qui fait que si vous ne communiez pas dans l'adulation qui règne sur les bancs de cet hémicycle du LGBTI, lesbiennes, gays, bi et transsexuels, vous pouvez être poursuivi pour homophobie. Loi Taubira, qui ne réprime que la contestation de l'esclavage fait par des Européens. Oui, mais c'est la dignité de la personne humaine qui est protégée par ces lois. Ah, je ne crois pas du tout, au contraire. Je pense que s'il y a un encadrement de la pensée, qui est absolument insupportable. Des gens sont des universitaires ou de simples citoyens, ce qui n'est pas moins condamnable, sont comme devant la 17e chambre correctionnelle poursuivis et l'on réclame contre eux des peines de prison ferme qui sont prononcées par centaines en Allemagne, en Autriche et dans d'autres pays. Je pense que nous assistons au contraire, sous l'effet d'institutions comme celle-ci, à une rétractation des libertés publiques. Alors la levée de l'immunité parlementaire d'un certain nombre de députés. Aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen est passé pour la levée de cette immunité, Monsieur Borghezio. A priori, Marine Le Pen qui risque aussi une levée Absolument, il y a une demande de levée de l'immunité. Est-ce que parfois les parlementaires ne se cachent pas derrière le statut pour pouvoir dire ce que le simple citoyen ne pourrait pas, en dépassant parfois un petit peu le cadre de la loi? Non, l'immunité parlementaire n'est pas faite pour protéger le parlementaire qui a égorgé sa belle-mère ou braqué la banque ou détourné l'argent public. Elle est faite pour protéger la liberté d'expression de celui qui est de surcroît poursuivi par ses adversaires. On est exactement dans ce cas-là, dans l'affaire Le Pen et dans l'affaire Borghezio. C'est exactement ce cas de figure. Un procès politique. Dans l'affaire Le Pen, c'est l'inepte affaire dite de la Fournée, où je vous rappelle quand même les circonstances. Jean-Marie Le Pen brocarde légitimement, après les élections européennes, un certain nombre de personnalités médiatiques, sportives ou autres, qui ont dit qu'ils ne resteraient pas en France si le Front National devenait la première force politique du pays. Et à la fin de l'entretien, la personne qui l'interroge dit « Mais vous avez oublié Patrick Bruel ». Il dit « Ce sera pour une prochaine Fournée ». Mais il n'y a que l'inculture, l'imbécilité, la malveillance de la majorité de cette institution qui ne sait pas qu'en français, une Fournée, ça n'a aucune espèce de connexion avec la Deuxième Guerre mondiale, avec les fours crématoires ou quoi que ce soit. C'est eux les obsédés, c'est pas Le Pen. Ce sont eux les obsédés de ce genre de choses. Et qu'une Fournée, ça veut dire une série
Voilà, c'est-à-dire comme quand on dit que la reine a nommé une fournée de lords à la demande d'ailleurs généralement du Premier ministre quand il rencontre une opposition dans la Chambre des lords. Si c'est un Premier ministre travailliste, il fait nommer une quantité de socialistes qui deviennent des lords. Voilà, et qui renverse la majorité dans cette chambre. Bon, il y a l'expression fournée, j'ai des centaines d'exemplaires, a été utilisée tout à fait en dehors de tout le contexte qu'on veut lui faire dire. Alors cette maison... il est scandaleux, quand même lamentable, misérable, que ce Parlement se prononce en levant l'immunité parlementaire de ses membres, sans débat, sans même qu'un homme comme moi puisse, contrairement à ce qui se passe sur tous les autres dossiers, ait la latitude de formuler une explication de vote pour dire son désaccord. C'est cette Assemblée qui est totalitaire et c'est cette Assemblée qui prétend donner au monde entier des leçons de respect des droits de l'homme. Mais c'est cette Assemblée qui a vacillé sur le traité CETA, le libre-échange avec le Canada. Alors, le traité devait être signé jeudi en présence du Premier ministre canadien. Finalement, ça ne se fait pas. Il y a plusieurs questions qui ont été invoquées plusieurs problèmes qui ont été invoqués par les Wallons, notamment les questions agricoles, les questions de domination, de risque de domination des États par les multinationales, dans la mesure où il y a une possibilité pour les multinationales de renvoyer les États qui défendraient par exemple leur politique sociale, leur politique, le bien commun en quelque sorte au sein de leur pays. Qu'en pensez-vous? Bonne chose, mauvaise chose? Vous vous réjouissez? Il est assez amusant quand même de voir cette conséquence de l'étonnant, restons polis, système institutionnel belge, qui je crois est l'un des plus complexes de l'Union, avec effectivement des droits constitutionnels d'autoriser ou non la ratification des traités qui sont donnés à des régions, qu'il s'agisse de la Flandre, de la Wallonie, peut-être de la région de Bruxelles, je suppose, ce qui doit compliquer les choses. Alors la Wallonie se met en travers. Vive les Wallons, et en plus, ce sont les socialistes wallons. Ça me fait rire. Et ça me remplit de satisfaction, parce que moi, je ne crois pas dans les bienfaits indéfinis du libre-échange. Et d'ailleurs, ça pose quand même une question fondamentale. Parce qu'au départ, l'Union européenne, c'est un libre-échange, ce qu'on appelle le marché commun, entre un certain nombre de pays, mais qui s'entendent pour avoir une protection douanière à l'égard du reste du monde. Et notamment, par exemple, pour pratiquer des prix agricoles qui soient supérieurs aux cours mondiaux, de façon à maintenir le niveau de vie de leurs agriculteurs. On voit bien ce qu'il en est advenu aujourd'hui. Mais si on part du principe que ce libre-échange des personnes, des marchandises et des capitaux doit être étendu à l'échelle du monde entier, quel est l'intérêt d'une organisation régionale ? Quel est l'intérêt d'une organisation régionale? Autant dissoudre l'Union européenne à ce moment-là et se contenter de l'Organisation mondiale du commerce. Les Wallons craignent que justement ce traité avec le Canada soit une porte d'entrée pour les États-Unis pour anticiper les avantages du TAFTA. Oui, mais bien sûr. Et cette crainte est tout à fait justifiée, ainsi que les autres craintes qu'ils ont formulées. Il y a aujourd'hui une résistance contre les effets de ce libre-échangisme débridé au niveau mondial, dont on voit bien que la liberté de circulation des marchandises aboutit à un véritable dumping et une concurrence déloyale, la liberté de circulation des capitaux à des raids qui sont faits sur ce qui nous reste d'appareils productifs, et la liberté de circulation des personnes à une immigration massive et subie. Bon, alors que ça vienne des socialistes belges qui ne paraissaient pas pour être, je ne voudrais pas être accusé de racisme, ne paraissaient pas pour être les plus fins des hommes politiques de l'Union européenne. Eh bien, moi, je prends mon miel là où il se trouve et j'en suis extrêmement satisfait. Vous reprenez à votre compte les analyses de Maurice Sallet qui affirmait que la montée du libre-échange était quelque chose qui s'était réalisé exclusivement au profit des multinationales. Oui, bien sûr, puisque, encore une fois, la mise en concurrence, par exemple, de l'ouvrier français avec l'ouvrier chinois, ou du cadre français avec le cadre indien,
qui sont payés 5, 6, 10 fois moins, évidemment ne se fait pas à leur avantage. Elle ne se fait qu'à l'avantage de ceux qui sont au point de passage, en quelque sorte, de ces vases communicants et qui en tirent les bénéfices. En Irak, la situation évolue. Vous vous félicitez du recul de l'État islamique ? Oui, je me félicite, mais je suis extrêmement prudent. Parce que d'abord, j'observe que la bataille de Mossoul est très loin d'être encore gagnée. On voit que la progression quand même des troupes de la coalition est extrêmement lente. Et moi, je pense que si abominable que soient les gens de Daesh, ils ont trouvé des soutiens dans une partie de la population sunnite. Parce que quand je vois les chars qui partent à l'assaut, les troupes qui partent à l'assaut de Mossoul et qui arborent les drapeaux chiites, quand on connaît un tant soit peu les réalités de l'islam, on voit bien que ceci ne doit pas être particulièrement apprécié par la population sunnite. Le crime des Occidentaux, car nous avons une très lourde part de responsabilité dans cette affaire, et surtout, bien sûr, les États-Unis d'Amérique qui ont détruit l'État irakien. Notre crime, c'est d'avoir détruit la seule force politique capable de s'opposer à l'islamisme radical, c'est-à-dire le nationalisme arabe. Or, ce nationalisme arabe était en grande partie le fait des sunnites qui étaient en Irak engagés dans le parti Baas, le parti qui soutenait le régime. Les épurations, les éradications auxquelles on a procédé après la destruction de l'État irakien ont fait basculer une partie importante de cette population sunnite dans les bras des extrémistes. Et il faut donc leur proposer une autre alternative politique que celle d'être libérés, entre guillemets, par les milices chiites. En tout état de cause, c'est certainement beaucoup mieux que le maintien, évidemment, de l'abominable régime islamiste sur ces contrées. Ce que je souhaite, puisque apparemment quand même des villes comme Karakoche, qui étaient en majorité chrétienne, ont été libérées, c'est que l'on fasse tout dès à présent pour que les chrétiens puissent y revenir. Il y a un large programme de reconstruction, de financement international pour que les chrétiens puissent se réimplanter. Ils sont chez eux, ils ont été expulsés par la violence, par la force, par la haine, et il faut absolument qu'ils reviennent chez eux. C'est absolument nécessaire, ce sera tout à fait symbolique, et c'est avec l'aide de la communauté internationale qu'ils doivent y parvenir. On parlera des réfugiés juste après, mais Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur en France, a déclaré qu'il souhaitait que les élus locaux, régionaux, départementaux, peut-être les parlementaires européens, commencent à participer, à s'engager dans les cellules de déradicalisation. Bruno Gollnisch, vous êtes prêt, vous, à aller œuvrer et à aller voir les radicalisés? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Il faut choisir... Je vais contester quand même un certain nombre de passages du Coran. Je vais contester frontalement un certain nombre de passages des hadiths, c'est-à-dire des récits de la vie du prophète. Contestés par les musulmans assimilés, je crois. Je vais dire qu'il me paraît quand même curieux que Dieu ait pu prôner une telle religion, ou en tout cas faire sienne l'analyse littérale, en quelque sorte, de tels textes. Belliqueux, bellicistes, y compris d'ailleurs la contradiction qu'il y a entre les versets abrogés, les versets abrogeants, etc. Mais je ne suis pas théologien. Je pense que la meilleure chose contre la radicalisation, c'était évidemment tout d'abord qu'on n'aurait pas dû laisser entrer un certain nombre de gens ici, qu'on n'aurait pas dû leur donner aussi facilement la nationalité française, qu'on aurait dû le faire qu'après une démarche volontaire de leur part d'agrégation à la communauté nationale, qu'on aurait dû confier leur éducation à d'autres pédagogues que ceux qui crachent régulièrement sur la France, sur son passé colonial, sur son passé historique. Ses racines. Voilà, sur ses racines, etc. Il y a un ensemble. Alors aujourd'hui, on dit qu'il y a des centres de déradicalisation, ça y est, j'y suis arrivé, tout de même, mais alors qu'ils sont ouverts aux volontaires. Je dois vous dire qu'à partir du moment où quelqu'un est volontaire pour être déradicalisé, c'est qu'il n'est plus radical du tout. Déjà, tout ça me paraît assez extravagant. Je ne voudrais pas être accusé de parallèle douteux. Après les islamistes, parlons des réfugiés, des migrants.
selon le sacro-sainte expression, pour y cacher beaucoup de choses. On évacue la jungle de Calais. Je vous ai entendu parler des ricochets de Sangatte. Sangatte, c'était le camp démantelé par Nicolas Sarkozy. En fait, ce sont les mêmes erreurs répétées sans cesse. Oui, j'étais allé à Sangatte à l'époque. Bon, on a démantelé Sangatte et on a eu Calais. On a eu la jungle de Calais. À Sangatte, il y avait de grands hangars, etc. Il y a des malheureux à Calais quand même qu'il faut traiter. Ce sont des cas humains. Je ne doute pas qu'il y ait des malheureux et je crois qu'il faut s'attaquer à la cause de leur malheur, mais de façon beaucoup plus énergique que cela. Je pense qu'il est tout à fait anormal que la communauté internationale tolère la situation telle qu'elle est en Érythrée, où les gens sont pratiquement condamnés à un service militaire à vie par un régime absurde. Il faut qu'il y ait une intervention de l'Organisation des Nations Unies. C'est à ça que ça sert. Pareil au Soudan, au Sud-Soudan, qui est divisé par une guerre civile atroce à cause des luttes de factions. Là aussi, il faut qu'il y ait une intervention de l'ONU avec des contingents qui soient fournis par des États africains. Et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont chez nous ? La solution n'est évidemment pas pour les Soudanais de venir en France, de venir dans tel ou tel village français. Je pense par conséquent qu'il faut que la majorité, une fois ces problèmes résolus, que la majorité de ces gens-là retournent chez eux. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour qu'on héberge ici de jeunes Afghans alors qu'on envoie de jeunes Français se faire tuer en Afghanistan. Il y a la guerre chez eux, oui, comme au Mali. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ces jeunes Afghans en âge de porter les armes doivent être mobilisés, doivent être incorporés. J'avais le plaisir d'être, il y a quelques jours, à Castelnaudary, d'être l'autre du 4e régiment étranger, c'est-à-dire régiment de formation de la Légion. Où la Légion étrangère. De la Légion étrangère, et on voit des gens de toutes origines qui sont incorporés, qui sont formés comme légionnaires. Eh bien, je pense qu'on pourrait très bien avoir un programme de formation militaire de ces gens qui émanent, comme on dit, de pays en guerre, pour leur apprendre à se défendre eux-mêmes. Voilà. Et plutôt que de les recevoir chez nous. Encore une fois, quand la Première Guerre mondiale a éclaté, mon grand-père, qui était jeune, n'était pas mobilisable, s'est néanmoins engagé dans les armées de son pays pour le défendre, et il n'est pas parti se réfugier en Suisse ou dans un pays neutre quelconque. Voilà. Eh bien, je pense que ça devrait être la même chose. Et puis surtout, je crois que nous devrions, toujours sur le plan international, décréter le blocus des côtes libyennes et éventuellement occuper la côte. Pour empêcher les embarcations. Ces grandes vagues de drames. Et bien sûr, il y en a de l'ordre de 3, 4, 5, 6 000 par jour et plus, par jour. Bien sûr. En un jour, autant pratiquement qu'il y a de résidents dans la jungle de Calais. Par conséquent, il est tout à fait clair, il est tout à fait évident pour tout observateur sensé que le démantèlement de la jungle de Calais et tout ce dispositif de bus, de centres de refuge dans les plus reculés de nos villages ne sert de rien. Ne sert pas à grand-chose, parce que aussitôt la jungle détruite, elle va se reconstituer pour de nouveaux arrivants. Pendant ce temps, en France... Vous soutenez alors les habitants de ces communes, par exemple la commune d'Alex dans la Drôme, qui s'opposent à l'arrivée de ces migrants? Je les comprends. En tout cas, je les comprends. Je regrette quand même un petit peu, surtout que dans certaines communes bourgeoises, on découvre le problème de l'immigration simplement quand ces malheureux arrivent à la porte de leur maison. Et que ça dévalue l'immobilier. Dans des familles où jusqu'à présent on trouvait quand même le discours du Front National pas convenable du tout. Et on disait qu'il fallait accueillir tout le monde, etc. Et qu'autrement c'était pas humaniste ou c'était pas chrétien. Enfin, ça dépend à quelle obédience philosophique on se rattachait. Voilà. Et l'immigration ne gênait pas beaucoup une certaine bourgeoisie quand elle exerçait ses effets simplement dans des quartiers populaires ou à l'encontre de l'habitat ouvrier. On trouvait tout à fait normal dans la bourgeoisie lyonnaise qu'après tout, des secteurs comme Vénissieux, Vaux-en-Velin, Saint-Priest fussent en quelque sorte obérés par ce phénomène, pourvu quand même que Place Bellecour ou dans le 6e arrondissement, boulevard des Belges, il n'y en ait pas trop. Et on se croyait à l'abri. Alors, il y a un effet, somme toute, peut-être un petit peu positif
de ces déplacements de population, c'est quand les gens voient débarquer effectivement chez eux, comme dans le 16e arrondissement, que je connais bien parce que j'y ai passé une partie de ma jeunesse, quand ils voient tout d'un coup débarquer effectivement un contingent de ces migrants, comme l'on dit, terme qui ne signifie rien en lui-même d'ailleurs, eh bien alors là il y a une prise de conscience, ah non, ma chère, accueillir ces gens-là, d'accord, mais pas près de chez moi. Rapidement, il nous reste peu de temps, la police est dans la rue. La police, et pas seulement la police, parce qu'il apparaît qu'il y a d'autres catégories socioprofessionnelles qui rejoignent le mouvement des policiers, puisqu'on a vu des infirmiers, on a vu des pompiers, qui sont confrontés aussi à un certain nombre de problèmes, un certain nombre de violences. Donc, que pensez-vous? Est-ce que c'est au moment des bonnets rouges, du mouvement des bonnets rouges, le gouvernement craignait énormément ce qu'il appelait le phénomène de coagulation, c'est-à-dire qu'au-delà des appartenances politiques, des ancrages gauche, droite, etc., les Français se retrouvent pour défendre le bien commun, pour lutter contre la subversion, un certain nombre de subversions qui écrasent, on va dire, depuis une quarantaine d'années le pays. Et comment vous positionnez-vous? Est-ce que vous soutenez, est-ce que vous adhérez à ce populisme? Ou bien est-ce que vous êtes en retrait? Est-ce que vous condamnez? Non, mais je ne suis pas toujours enthousiaste quand je vois chanceler l'autorité de l'État. Mais il faut reconnaître que si l'autorité de l'État chancelle, c'est parce que nos dirigeants politiques ont fait tout ce qu'il fallait pour. Et par conséquent, premièrement, je comprends l'exaspération des policiers. Je veux espérer que ceux qui manifestent ne sont pas ceux qui ont gazé de si bon cœur les paisibles, les pacifiques manifestants pour la défense du mariage, par exemple. Y compris des femmes et des personnes âgées. Gazé mais pardonné. Voilà. La grogne, vous la comprenez. Mais je comprends tout à fait l'exaspération et je suis partisan de mesures extrêmement fermes et d'ailleurs extrêmement simples. D'abord, moi je suis partisan du fait que l'on dote, un peu comme aux États-Unis, tous les policiers de dispositifs légers de vidéos qui permettent d'enregistrer les interpellations, les contrôles d'identité auxquels ils procèdent. Et ça permettrait de visualiser les outrages. Parce qu'aujourd'hui, le moindre, passez-moi l'expression, mais enfin, il faut bien dire les choses comme elles sont, le moindre voyou qui est arrêté traite les policiers d'enculés, de je ne sais quoi. Bon, ah bon, d'accord, ok. Là, vu, pris et immédiatement jugé. Et s'il est d'origine étrangère, renvoyé d'où il vient. Donc il faut une justice qui n'est plus laxiste. Je pense qu'il faut qu'il y ait une constatation immédiate, d'où un système de vidéo. Il faut une justice prompte et efficace et condamner ce qui pratiquement n'est plus jamais condamné, l'outrage, y compris l'outrage verbal. Et quand c'est un enfant de 12 ans qui adresse ses outrages à des policiers ou à des gendarmes? Eh bien, les parents sont civilement responsables. On convoque les parents. Si les parents sont d'origine étrangère, on attire leur attention sur le fait que les agissements de leur progéniture risquent de leur valoir une expulsion, risquent de valoir à toute la famille une expulsion immédiate. Voilà, parce que le séjour en France est une faveur, c'est pas un droit pour des étrangers. Et si les parents sont de nationalité française, eh bien, on les tense, si j'ose dire, de la même façon. Voilà. Bon. Et puis, je suis d'avis également, par exemple, quand il y a des manifestants violents, qui lancent non seulement des cocktails Molotov, c'est une tentative d'assassinat, des pavés, c'est pratiquement aussi une tentative de meurtre, parce que si vous prenez un pavé sur la tête, ben vous pouvez avoir le crâne défoncé. En tout cas, c'est une tentative ce sont des violences en réunion aggravées, c'est donc quelque chose d'extrêmement grave. Moi, je suis d'avis qu'on ait des appareils qui permettent de projeter des liquides et des liquides contenant un colorant, de telle façon que les auteurs de ces violences, qui doivent être filmés, soient aisément repérés et qu'ensuite ils soient appréhendés et ils soient jugés. Voilà deux mesures parmi des dizaines d'autres qui sont à prendre, dont le coût serait tout à fait raisonnable et qui serait, je crois, de nature à restaurer un petit peu de respect pour ces fonctions régaliennes de l'État. Et puis je suis pour que l'on tente des embuscades aux voyous
qui s'en prennent aux policiers, qui s'en prennent aux chauffeurs de bus, qui s'en prennent aux facteurs, qui s'en prennent aux pompiers. Bien sûr, moi je suis d'avis qu'il y ait des messieurs en civil dans les bus, et comme l'autre jour par exemple où un bus a été arrêté, les voyous ont vidé le bus et l'ont incendié. Ont incendié. Ben, moi je suis partisan qu'il y ait un certain nombre de personnes, de préférence robustes, toniques, avec sous leur blouson le matériel nécessaire pour appréhender ce genre de voyous et les traduire devant les tribunaux. Vous avez visité, je crois, le salon de l'automobile. Oui. Comme beaucoup de Français. Oui. Vous y avez trouvé des choses éventuellement à votre goût. Vous êtes un fan de voitures, vous êtes plusieurs fois intervenu sur les absurdes règlements. J'ai trouvé qu'il y avait de bonnes productions françaises. La nouvelle Peugeot 2008 avec un grand coffre, c'est assez sympa. Vous faites de la pub non rémunérée. Je ne suis pas payé pour ça. Mais vous avez poussé un coup de gueule, je crois. Oui, la Mégane Estate, pour ne pas dire break. Il faut que je vous fasse conclure. Je suis désolé, votre coup de gueule, mon coup de gueule sur le salon de l'automobile et sur les pubs. Absolument odieux, c'est dans les pubs d'ailleurs qui nous sont. C'est un coup de gueule de réac encore. C'est qu'au lieu de nous dire le prix d'une voiture, voilà, bon sang, combien ça coûte. Non, on nous dit c'est tant par mois. Ah bon, c'est tant par mois, alors c'est pas grand-chose. Mais tant par mois, ça ne veut rien dire. C'est tant par mois sur 2 ans. C'est 200 ou 300 euros par mois sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 6 ans. Bon, premièrement. Et puis deuxièmement, on s'aperçoit que oui, c'est seulement 200 ou 300 euros de loyer par mois, mais après un premier loyer de 2 000, 3 000, 4 000 euros. Alors je pense vraiment que les annonceurs prennent les gens pour des abrutis. J'espère quand même que ça marche pas trop. Je trouve que c'est tout à fait absurde. Voilà, l'honnêteté de la part d'un fabricant, c'est de nous dire une fois pour toutes combien coûte, toute taxe comprise, son matériel. Voilà. On vous laisse partir pour Lisbonne, où vous avez un déplacement prévu. Et on vous dit à bientôt, Bruno Gollnisch. À bientôt. Au revoir.